Le format PDF, une révolution technologique si aboutie que des gens continuent d'imprimer les documents pour les signer et les scanner de nouveau en PDF. Le problème est tellement répandu que des gens font des milliers de vues pour apprendre aux autres à éviter ce processus fastidieux. Mais dans cet enfer technologique, un homme a décidé de sauver l'humanité. Pas Google, pas une start-up infusée au capital risque, mais cet homme. Marco Grossi, fondateur de I Love PDF, visité par 200 millions de personnes dans le monde tous les mois. Quelqu'un de discret, d'ailleurs j'ai trouvé une seule interview de lui et seulement écrite. On est très loin des gourous business qui passent leur temps sur des podcasts. Et si tout ça, ça m'intéresse, moi, c'est que ça fait des années que je l'utilise ce site. Que ce soit quand j'étais étudiant ou maintenant dans mon travail. Et donc ce que je me suis demandé, c'est comment ils gagnent de l'argent. Est-ce que c'est une association qui fait ça pour le bien de l'humanité? Est-ce que c'est des voleurs de données qui nourrissent des modèles d'IA? Eh ben c'est ni l'un ni l'autre. Et vous doutez bien que si cette vidéo existe, c'est bien que je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, on va revenir un peu avant, en 1993. On est aux prémices de l'informatique comme on connaît aujourd'hui, et pour se partager des documents, les entreprises elles les impriment et les expédient par la poste ou les transmettent par fax. Et John Warnock, cofondateur d'Adobe, l'entreprise derrière Photoshop, il voit ce problème et il va lancer le projet Camelot. L'idée est simple, créer un format de document qui s'affiche exactement pareil partout. Peu importe l'ordinateur, peu importe le système d'exploitation et peu importe l'imprimante que vous utilisez. Et le 15 juin 1993, le PDF est né. Et faut se rendre compte, c'est quand même un petit bijou technologique pour l'époque. On intègre tout dans un seul fichier, le texte, les images et les polices. Vous pouvez créer un document sur Mac, l'ouvrir sur un PC et on verra exactement le même document. Mais Adobe c'est une entreprise et son but c'est quand même de faire de l'argent à la base. Et donc ils vont faire payer pour l'accès au format et le simple fait d'ouvrir et de lire un PDF était payant. Résultat c'est un bid et on est très loin de la généralisation qu'on connaît aujourd'hui. Mais Adobe ils sont pas idiots et pour propager le format, ils vont faire un pari. Celui de rendre Acrobat Reader, leur logiciel pour lire les PDF, entièrement gratuit. L'idée, c'est de sacrifier les revenus à court terme pour dominer le marché à long terme. Si tout le monde peut lire des PDF gratuitement, tout le monde va commencer à en envoyer. Et si tout le monde en envoie, les entreprises elles vont avoir besoin d'outils pour en créer, les modifier et les signer. Et ces outils-là, ils sont pas gratuits. Et le pari fonctionne, et même bien au-delà de toutes leurs espérances. Entre 1993 et 2003, Acrobat Reader est téléchargé 500 millions de fois. Et en 2003, selon Adobe, 10% de tous les documents sur Internet sont en PDF. Le format devient un standard mondial. Puis en 2008, Adobe va encore plus loin et scelle le format à l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation. Le PDF devient officiellement ouvert, universel, un bien commun. Finalement, ils sont bien généreux chez Adobe. Mais en fait, au fond, ils gardent l'essentiel. Parce que lire un PDF, ok, c'est gratuit pour tout le monde, mais si vous voulez le modifier ou le signer, vous avez besoin d'Acrobat Pro. Et Acrobat Pro, attention, parce que c'est une véritable machine à imprimer de l'argent. Et selon les estimations, ça représente 15% des revenus d'Adobe, soit environ 2 milliards de dollars par an, avec des abonnements entre 20 et 25 dollars par mois. Ils ont réussi l'exploit de cloisonner un format de fichier répandu littéralement partout, que ce soit les banques, les contrats, les assurances, un peu tout ce qu'on utilise au quotidien. Et donc si vous avez un PDF à modifier, soit vous payez, soit vous galérez. Et pendant des années, c'était le cas, jusqu'à ce qu'un développeur décide de changer ça. On est en 2010, à Barcelone, Marco Grossi, développeur, se retrouve face à un challenge d'une difficulté sans précédent. Celui de fusionner deux PDF. Il va tellement galérer qu'il va se décider à créer son propre outil et à le mettre en ligne gratuitement. Et petit à petit, à force de bouche à oreille et de référencement, le produit va commencer à se faire sa place. Pour des étudiants, pour des petites entreprises et pour tout un tas d'usages simples et rapides. Et aujourd'hui, c'est 230 millions de visiteurs par mois, 15 millions par jour et un des sites les plus visités au monde. Et si moi je me suis intéressé à cette histoire à la base, c'est que comme je vous ai dit, ça fait des années que j'utilise ce site. Que ce soit pour compresser mon CV, fusionner des PDF ou supprimer une page d'un document par exemple. Et tout ça, c'est gratuit. Donc forcément, moi ça fait longtemps que je me demande comment ils gagnent de l'argent. Et la réponse, elle est finalement assez simple. Ils ont simplement un modèle freemium assez basique, c'est-à-dire une version payante pour des utilisations plus avancées. Que ce soit si vous avez des gros volumes ou des fichiers qui pèsent très lourd. Et si la plupart des utilisateurs comme moi n'en auront jamais besoin parce qu'on fait des choses relativement basiques, dans certains cas spécifiques, c'est pertinent. Et tout ça, de toute manière, à un prix très inférieur à ce que propose Adobe. Et leur deuxième source de revenus, c'est les accès API. Des développeurs et des entreprises paient pour intégrer les outils I Love PDF directement dans leurs propres applications. Au lieu de recréer de leur côté les mêmes outils, ils payent à chaque fois une petite somme pour y avoir accès avec une intégration optimisée. Et donc même avec une conversion très faible de leurs utilisateurs,
Le volume il est tellement immense que le site il arrive à être rentable. Alors malheureusement on n'a pas de chiffre officiel. La boîte elle est pas cotée, elle n'a pas d'investisseurs donc elle a zéro obligation de transparence. Mais pour vous donner un ordre d'idée, un de leurs concurrents directs, SmallPDF, sur un même marché, sur un même modèle, ils font environ 17 millions de dollars de chiffre d'affaires par an et avec 6 fois moins de visiteurs. Et d'ailleurs notre cher Marco il n'a pas l'air particulièrement motivé pour faire beaucoup plus d'argent. Lui ce qu'il veut c'est simplement aller bosser en vélo et continuer à travailler dans son entreprise. Il le dit lui-même, vendre son business ça l'intéresse pas du tout. Mais voilà. L'entreprise a 22 employés, fait 230 millions de visiteurs par mois, donc je pense que je suis en droit de me demander c'est quoi le secret. Parce que techniquement, je pense que développer un convertisseur PDF, ça doit pas être aussi dur que de faire décoller des fusées ou de créer un modèle d'IA. Donc est-ce que moi, je pourrais pas lever 500 000 € en arnaquant une institution publique, recruter 2-3 développeurs, des stagiaires en marketing et leur prendre des parts de marché? SmallPDF, fondé en 2013 à Zurich, reprend la même idée sur la même cible avec un modèle économique comparable. Et le produit, il est bien, l'interface elle est bonne, les gens ont l'air contents. Et pourtant, il compte 42 millions de visiteurs mensuels, ce qui est énorme évidemment, mais ça reste 5 fois moins qu'ILovePDF. Et ce qu'on voit pas en comparant basiquement les deux produits, c'est la force de la marque. Parce qu'en 2014, un an après les débuts de SmallPDF, il y a déjà plein de tutos sur YouTube qui utilisent ILovePDF. Et à force d'être positionné tôt sur des recherches comme compresser un PDF ou fusionner un PDF, le site il devient le premier résultat Google. Et c'est là que l'effet boule de neige commence. Chaque vidéo YouTube qui met le lien de description, chaque prof qui envoie un lien à ses étudiants, chaque article de blog qui recommande le site, tout ça Google le voit. Et Google se dit si tout le monde pointe vers ce site, c'est qu'il est fiable. Donc il le remonte encore plus haut dans les recherches, ce qui amène encore plus de monde, ce qui génère encore plus de liens et ainsi de suite. Et ça, aucun concurrent peut véritablement l'acheter. Tu peux dépenser des millions en pub pour apparaître en haut de Google, le jour où tu arrêtes de payer, tu disparais. Ils ont construit ça lien par lien, année après année, une espèce d'infrastructure invisible de recommandation. Et c'est ça la leçon, c'est que l'argent, ça résout pas forcément votre distribution. Vous levez des fonds, vous dépensez tout pour faire des pubs Facebook, Instagram ou autre, et les gens cliquent. Mais ça, c'est temporaire. À partir du moment où vous arrêtez, plus personne ne vient. Et si votre coût par clic explose, c'est exactement la même chose. Marco a construit une machine de recommandation et une habitude ancrée chez son utilisateur. Et plus elle s'ancre, plus ça devient coûteux de changer pour tester une autre solution. Et depuis 2010, les gens utilisent son site pour les mêmes usages et ça répond toujours aussi bien à leurs besoins. Donc pourquoi changer? Alors est-ce que ça veut dire que Marco il a trouvé la formule magique du business et va pouvoir générer plein d'argent jusqu'à la fin de sa vie? Bah c'est peut-être pas si simple. Il y a 15 ans, c'était compliqué de faire ça, mais aujourd'hui, ça devient une commodité sur un LLM. Et comme ChatGPT est une menace aux recherches Google, tous les services basés sur du code relativement basique sont menacés par ces mêmes IA. Alors est-ce que ça va disparaître? Bah pas forcément. Je pense même qu'il y a deux scénarios. Soit les LLM restent généralistes, ils font beaucoup de choses moyennement plutôt qu'une chose très bien, et pour traiter des PDF en 2 clics, un service comme ILovePDF reste imbattable, soit l'habitude de chercher comment fusionner deux PDF se perd, on se met à demander à ChatGPT comment le faire, et là tout le référencement Google de ces 15 dernières années s'évapore. Le vrai risque, c'est pas vraiment la concurrence en fait, c'est le changement des comportements. Alors c'est quoi le scénario le plus probable? Moi ce que je pense, c'est qu'ILovePDF va continuer d'exister. Pas parce que les IA elles savent pas bien fusionner des PDF, en fait elles le font déjà très bien, mais parce qu'on sous-estime la force d'un réflexe. On accorde une confiance à une marque et cette confiance, elle devient un automatisme. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle que j'ai fait sur Strava et comment ils monétisent les données de leurs utilisateurs en les revendant à des gouvernements ou à des collectivités. Et sinon, si ça vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit.